Krishnamurti. Conversation entre Krishnamurti avec David Bohm. Conversation numéro 2. Existe-t-il une évolution de la conscience? Krishnamurti, monsieur, lors de notre dernier entretien, nous parlions de l'avenir de l'homme. Tous les psychologues, si je comprends bien, se préoccupe-t-il vraiment de l'avenir de l'homme? Ou veille-t-il à ce que l'être humain se conforme à la société actuelle ou la dépasse? Je pense que la plupart d'entre eux veulent à l'évidence que l'être humain se conforme à cette société, mais que certains psychologues qui vont nous écouter envisagent de dépasser cela afin de transformer la conscience de l'humanité. La conscience de l'humanité peut-elle être changée dans le temps? Voilà une des questions dont nous devrions discuter ce soir. Oui. En fait, nous en avons discuté la dernière fois. Et je pense que ce qu'il en est sorti à propos de la conscience, c'est que le temps est hors de propos, que c'est une sorte d'illusion. Nous avons parlé de l'illusion du devenir. Oui, soyons clairs, nous disons que l'évolution de la conscience est une illusion.
dans le temps, n'est-ce pas, pour l'évolution physique? Pourrions-nous dire, pour simplifier, qu'il n'y a pas d'évolution psychologique ou d'évolution du psychisme? Oui, comme l'avenir de l'humanité dépend du psychisme, il semble alors que l'avenir de l'humanité ne va pas être déterminé par des actions dans le temps. Le temps, c'est bien cela, ce qui nous laisse avec la question: qu'allons-nous faire? Alors, procédons à partir de là. Ne devrions-nous pas commencer par faire la distinction entre le cerveau et l'esprit? Eh bien, cette distinction a été faite, mais elle n'est pas claire. Il existe bien sûr différents points de vue. L'un d'eux consiste à dire que l'esprit n'est qu'une fonction du cerveau. C'est là le point de vue matérialiste. L'autre considère que l'esprit et le cerveau sont deux choses distinctes. Oui, je pense que ce sont deux choses distinctes. Mais il faut qu'il y ait un contact entre les deux. Oui, une relation entre les deux. Une relation, ce qui n'implique pas forcément qu'ils soient séparés. Voyons d'abord le cerveau. Je ne suis pas enfin un expert en matière de structure du cerveau et tout cela. Mais une observation de l'activité de son propre cerveau permet de voir qu'il est vraiment comme un ordinateur qui a été programmé et se souvient. Certes, une grande partie de l'activité se fait ainsi, mais on n'est pas certain qu'il en soit totalement ainsi. Non, et il est conditionné. Oui, conditionné par des générations passées, par la société, par les journaux, les magazines, par toutes les activités. Et pression extérieure, il est conditionné. Oui, mais qu'entendez-vous par ce conditionnement? Il est programmé, il est fait pour se conformer à un certain modèle. Il vit entièrement sur le passé, se modifiant dans le présent et continuant. Oui, mais nous sommes convenus qu'une partie de ce conditionnement est utile et nécessaire, bien sûr. Mais le conditionnement qui détermine le moi, vous savez, qui détermine, qui se nomme le psychisme. Appelons-le pour l'instant psychisme. Le psychisme, la personne, la psyché, c'est de ce conditionnement que vous parlez. Cela pourrait être non seulement inutile, mais nuisible. Oui, c'est aussi de cela que nous discutions. Oui, l'emphase que l'on porte actuellement sur le psychisme, l'importance prêtée au moi cause beaucoup de dégâts dans le monde parce qu'il sépare et par conséquent, il est constamment en conflit, non seulement avec lui-même, mais avec la société, avec la famille, et ainsi de suite. Oui, et il est aussi en conflit avec la nature, avec l'univers. Il ressortait de notre dernière discussion que le conflit est né de la division venant de ce que la pensée est limitée. La pensée est limitée, oui. Étant basée sur ce conditionnement, elle est limitée. Et la structure même, la nature du psychisme et le mouvement de la pensée. Oui, dans le temps. J'aimerais ici poser une question. Quand vous parlez du mouvement de la pensée, je ne vois pas clairement ce qui est un mouvement. Je parlais du mouvement de ma main, c'est là un vrai mouvement. Ce que j'entendais par là était clair. Or, s'agissant du mouvement de la pensée, il me semble que nous discutions d'une sorte d'illusion. Car vous avez dit que le devenir est le mouvement de la pensée. Le devenir l'est totalement. Donc, si vous dites, c'est bien ce que je voulais dire, le mouvement dans le devenir.
Mais ce mouvement, dites-vous, est quelque peu illusoire, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. C'est plutôt comme le mouvement sur l'écran qui est projeté sur l'écran par la caméra. Nous disons qu'il n'y a pas d'objet se déplaçant sur l'écran. Le seul mouvement étant celui... Rien à faire, je n'arrive pas. Christian, merci. Conversation avec David Bohm. Y a-t-il une évolution de la conscience? Christian, merci. Monsieur, lors de notre dernier entretien, nous parlions de l'avenir de l'homme. Tous les psychologues, si je comprends bien, se préoccupe-t-il vraiment de l'avenir de l'homme ou veille-t-il à ce que l'être humain se conforme à la société actuelle ou la dépasse? Je pense que la plupart d'entre eux veulent à l'évidence que l'être humain se conforme à cette société, mais que certains psychologues qui vont nous écouter envisagent de dépasser cela afin de transformer la conscience de l'humanité. La conscience de l'humanité peut-elle être changée dans le temps? Voilà une des questions dont nous devrions discuter ce soir. Oui, en fait, nous en avons discuté la dernière fois. Et je pense que ce qu'il en est ressorti à propos de la conscience, c'est que le temps est hors de propos, que c'est une sorte d'illusion. Nous avons parlé de l'illusion du devenir. Oui, soyons clairs. Nous disons, n'est-ce pas, que l'évolution de la conscience est une illusion. Dans le temps, n'est-ce pas? Pas pour l'évolution physique. Pourrions-nous dire, pour simplifier, dit Krishnamurti, qu'il n'y a pas d'évolution psychologique ou d'évolution du psychisme? Oui. Comme l'avenir de l'humanité dépend du psychisme, il semble alors que l'avenir
de l'humanité ne va pas être déterminé par des actions dans le temps. Le temps, c'est bien cela. Ce qui nous laisse avec la question, qu'allons-nous faire? Alors, procédons à partir de là. Ne devrions-nous pas commencer par faire la distinction entre le cerveau et l'esprit? Eh bien, cette distinction a été faite, mais elle n'est pas claire. Il existe bien sûr différents points de vue. L'un d'eux consiste à dire que l'esprit n'est qu'une fonction du cerveau. C'est là le point de vue matérialiste. L'autre considère que l'esprit et le cerveau sont deux choses distinctes. Oui, je pense que ce sont deux choses distinctes, dit Krishnamurti. Mais il faut qu'il y ait un contact entre les deux. Oui, une relation entre les deux. Une relation, ce qui n'implique pas forcément qu'ils soient séparés. Voyons d'abord le cerveau. Je ne suis pas en fait un expert. En matière de structure du cerveau et tout cela. Mais une observation de l'activité de son propre cerveau permet de voir qu'il est vraiment comme un ordinateur. Qui a été programmé et se souvient. Certes, une grande partie de l'activité se fait ainsi. Mais on n'est pas certain qu'il en soit totalement ainsi. Non, et il est conditionné, dit Krishnamurti. Oui, conditionné par des générations passées, par la société, par les journaux, les magazines, par toutes les activités. Et pression extérieure, il est conditionné. Oui, mais qu'entendez-vous par ce conditionnement? Il est programmé, il est fait pour se conformer à un certain modèle, dit Krishnamurti. Il vit entièrement sur le passé, se modifiant dans le présent et continuant oui, mais nous sommes convenus qu'une partie de ce conditionnement est utile et nécessaire. Bien sûr, nous en avons discuté. Oui, mais le conditionnement qui détermine le moi, vous savez, qui détermine le psychisme, dit Krishnamurti. Le psychisme, oui, vous l'appelez le psychisme. Appelons-le pour l'instant le psychisme. Le psychisme, la personne, dit Krishnamurti. La personne, la psyché, c'est de ce conditionnement que vous parlez. Cela pourrait être non seulement inutile, mais nuisible. Oui, c'est aussi de cela que nous discutions. Oui, l'emphase que l'on porte actuellement sur le psychisme. L'importance prêtée au moi cause beaucoup de dégâts dans le monde parce qu'il sépare et par conséquent il est constamment en conflit non seulement avec lui-même mais avec la société, avec la famille, et ainsi de suite. Oui, et il est aussi en conflit avec la nature, avec l'univers tout entier, pour ainsi dire.
Il ressortait de notre dernière discussion que le conflit est né de la division venant de ce que la pensée est limitée. La pensée est limitée, c'est exact. Étant basée sur ce conditionnement, sur ce savoir et cette mémoire, elle est limitée. Limitée, oui. Et l'expérience est limitée. Par conséquent, le savoir est limité. La mémoire et la pensée est limitée. Et la structure même, la nature du psychisme et le mouvement de la pensée. Oui. Dans le temps. Oui. J'aimerais ici poser une question. Quand vous parliez du mouvement de la pensée, je ne vois pas clairement ce qui est un mouvement. Je parlais du mouvement de ma main, c'est là un vrai mouvement. Ce que j'entendais par là était clair. Or, s'agissant du mouvement de la pensée, il me semble que nous discutons d'une sorte d'illusion. Car vous avez dit que le devenir est le mouvement de la pensée. Le devenir l'est totalement. Donc, si vous dites, c'est bien ce que je voulais dire, le mouvement dans le devenir, mais ce mouvement, dites-vous, est quelque peu illusoire, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, c'est plutôt comme le mouvement sur l'écran, qui est projeté sur l'écran par la caméra. Oui, nous disons qu'il n'y a pas d'objet se déplaçant sur l'écran. Le seul mouvement étant celui du fonctionnement de la caméra. Alors, pouvons-nous dire qu'il y a un vrai mouvement dans le cerveau qui projette tout ceci, à savoir le conditionnement? C'est ce que je veux découvrir. Discutons un peu, dit Christophe. Nous sommes tous deux d'accord, ou plutôt nous voyons que le cerveau est conditionné. Nous en avons entendu, en fait par là, qu'il a été impressionné physiquement, tant physiquement que chimiquement, que génétiquement et psychologiquement. Quelle différence y a-t-il entre physiquement et psychologiquement? Psychologiquement, il est centré dans le moi, n'est-ce pas? Oui. Et l'affirmation continuelle du moi est le mouvement. Et le conditionnement. Oui, mais dans la mesure où nous en faisons l'expérience, c'est une illusion, n'est-ce pas? Nous avons dit que c'est là une illusion. Mais il se produit un véritable mouvement à l'intérieur. Par exemple, le cerveau fait quelque chose. Il a été conditionné physiquement et chimiquement. Chimiquement, oui, et quelque chose a lieu. Physiquement et chimiquement, quand on pense au moi, n'est-ce pas? Êtes-vous en train de dire, ou plutôt de demander, le cerveau et le moi sont-ils des choses distinctes? Non, je dis que le moi est le produit du conditionnement du cerveau. Oui, le moi conditionne le cerveau. Dit Krishnamurti. Oui, mais le moi existe-t-il? Dit Born. Non, dit Krishnamurti. Mais à mon sens, le conditionnement du cerveau implique une illusion que l'on appelle le moi. C'est cela, dit Krishnamurti. Ce conditionnement peut-il être dissipé? Oui, c'est là toute la question. Il faut vraiment qu'il soit dissipé d'une façon physique, chimique et neuropsychologique.
Dès lors, la première réaction de toute personne scientifique serait qu'il semble peu probable que l'on puisse le dissiper par les moyens que nous utilisons. Un scientifique penserait que peut-être découvrira-t-on de nouvelles drogues ou de nouveaux détours génétiques ou une connaissance approfondie de la structure du cerveau. On pourrait ainsi espérer faire quelque chose dans ce sens. Je pense que cette idée pourrait être courante chez certains. Mais est-ce que cela changera le comportement humain? Eh bien, pourquoi pas? Je pense que certains croient que c'est possible. Attendez, c'est là toute la question. C'est possible signifie dans le futur. Oui, il faudrait du temps pour découvrir tout cela. Entre-temps, l'homme va se détruire. Eh bien, il espère peut-être que cela se fera à temps, voyez-vous. Parce qu'ils pourraient eux aussi critiquer ce que nous faisons, en disant à leur tour, à quoi bon? Voyez-vous, cela ne paraît pas avoir d'effet sur qui que ce soit, et certainement pas à temps pour changer quelque chose. Voilà une question qui pourrait se poser. Supposons, à ce propos, nous sommes tous deux très clairs là-dessus. En quoi cela affecte-t-il l'humanité? Dès lors, cela l'affectera-t-il à temps pour vraiment sauver? Certainement pas, évidemment pas. Alors, pourquoi le faire? Parce que c'est la chose correcte à faire. Indépendamment, cela n'a rien à voir avec la notion de récompense et de punition. Il suffit de faire la chose même si l'on ignore l'issue. N'est-ce pas? C'est cela. Vous dites bien qu'il n'y a pas d'autre voie, n'est-ce pas? Nous disons qu'il n'y a pas d'autre voie, c'est cela. Oui, nous devrions bien clarifier. Par exemple, certains psychologues pourraient estimer qu'en examinant ce genre de choses, nous pourrions susciter une transformation évolutive de la conscience, n'est-ce pas? Nous voilà revenus à cette espérance que le temps nous permettra de changer la conscience. Nous mettons cela en doute, dit Krishnamurti. Nous l'avons mis en doute et disons qu'inévitablement le temps impliquera. Nous sommes tous pris dans le devenir et l'illusion, sans savoir ce que nous faisons. C'est cela. Pourrions-nous alors dire qu'il en est de même pour ces scientifiques qui s'y essayent par des moyens physiques et chimiques, ou structurellement, à savoir qu'ils sont encore eux-mêmes pris au piège de cette tentative de recherche temporelle d'amélioration? Oui, c'est cela. Ils ne sauront pas ce qu'ils font en réalité, tant les expérimentalistes que les psychologues et nous-mêmes. Tout le monde essaie de devenir quelque chose. Oui, bien que cela puisse ne pas être évident. Ils pourraient passer pour des simples observateurs désintéressés, travaillant sans parti pris sur le problème. Mais le désir sous-jacent de se perfectionner se ressent chez la personne qui se livre à cela. Pour devenir, bien sûr. C'est bien cela. Ils n'en sont pas affranchis. Et ce désir donnera lieu à l'illusion de soi. Alors, où en sommes-nous? Dit Krishnamurti. Alors, où en sommes-nous?
au point où toute forme de devenir est une illusion. Et le devenir implique le temps. Le temps que le psychisme change. Nous disons que le temps n'est pas nécessaire. Oui, cela se relie à votre question concernant l'esprit et le cerveau. Voyez-vous, il est clair que le cerveau doit être conçu comme une activité située dans le temps, comme un processus physique et neurochimique complexe. Je pense que l'esprit est distinct du cerveau, dit Krishnamurti. Qu'entendez-vous par distinct? Qu'il y a un contact? Distinct dans le sens où le cerveau est conditionné et l'esprit ne l'est pas. Disons que l'esprit a une certaine indépendance vis-à-vis du cerveau. C'est bien ce que vous dites, que même si le cerveau est conditionné, l'autre ne l'est pas. Il n'est pas nécessairement Krishnamurti conditionné. Alors, sur quoi vous basez-vous pour dire cela? Non, ne commençons pas sur quoi je me base. Alors, qu'est-ce qui vous le fait dire? Tant que le cerveau est conditionné, il n'est pas libre, dit Krishnamurti. Oui. Et l'esprit est libre. Oui, c'est ce que vous dites. Mais voyez-vous, le cerveau n'étant pas libre, cela signifie qu'il n'est pas libre. Krishnamurti. J'y arrive, cherchant ce qu'est la liberté. Oui, la liberté de chercher comme vous l'indiquez, liberté d'étudier. Et ce n'est que dans la liberté que se trouve un profond insight, la vision permanente. Oui, c'est clair, car si vous n'êtes pas libre de chercher, je reviens un peu en arrière. Non, ne commençons pas sur quoi je me base. Alors, qu'est-ce qui vous le fait dire? Tant que le cerveau est conditionné, il n'est pas libre. Oui. Et l'esprit est libre. Oui, c'est ce que vous dites. Mais voyez-vous, le cerveau n'étant pas libre, cela signifie qu'il n'est pas libre de chercher son parti pris. J'y arrive, dit Krishnamurti, cherchant ce qu'est la liberté. Oui. La liberté de chercher, comme vous l'indiquez, liberté d'étudier. Et ce n'est que dans la liberté que se trouve un profond insight, vision pénétrante. Oui, c'est clair, car si vous n'êtes pas libre d'étudier, si vous avez un parti pris, vous êtes alors limité. Limité d'une manière arbitraire. Donc, tant que le cerveau est conditionné, sa relation avec l'esprit est conditionnée et limitée. Oui, nous avons maintenant le rapport du cerveau à l'esprit. Et également vice-versa, n'est-ce pas? Oui, mais étant libre, l'esprit a une relation avec le cerveau. Oui, nous disons désormais que l'esprit est libre en quelque sorte. N'étant pas sujet au conditionnement du cerveau. Oui, on pourrait alors demander quelle est la nature de l'esprit. Ou par exemple, l'esprit est-il situé dans le corps? Ou est-il dans le cerveau? Non, il n'a rien à voir avec le corps ou le cerveau, dit Krishnamurti. A-t-il quelque chose à voir avec l'espace ou le temps?
l'espace, un instant, je vous prie, dit Krishnamurti. Il a à voir avec l'espace et le silence. Voilà les deux facteurs. Mais pas le temps, n'est-ce pas? Pas le temps. Le temps relève du cerveau, dit Krishnamurti. Alors, quel est cet espace et ce silence? Quelle sorte d'espace? Ce n'est pas l'espace dans lequel nous voyons se mouvoir la vie. Non, l'espace. Regardons cela autrement, dit Krishnamurti. La pensée peut inventer l'espace. Eh bien, nous avons de plus l'espace que l'on voit. Et la pensée peut inventer toutes sortes d'espaces. Et l'espace d'ici à là. Oui, l'espace à travers lequel nous nous déplaçons physiquement. Également, l'espace entre deux bruits. Entre deux sons. Deux sons. Eh bien, c'est là l'intervalle. C'est ainsi qu'il l'appelle. Cela pourrait s'appeler l'intervalle entre deux sons. Oui, l'intervalle entre deux bruits. Deux bruits. Deux pensées. Deux pensées. Deux notes. Oui, deux notes. L'espace entre deux personnes. L'espace entre les murs. Et ainsi de suite. Mais cet espace-là n'est pas l'espace de l'esprit, dit Krishnamurti. Vous dites qu'il n'est pas limité, mais ce n'est pas un intervalle. C'est exact, je ne voulais pas me servir du mot limité. Mais à mon sens, c'est implicite. Il n'est pas nature à être circonscrit dans quelque chose. Non, il n'est pas circonscrit, pas de psychisme. Mais est-il circonscrit par quoi que ce soit? Krishnamurti, non. Vous dites que le psychisme est circonscrit parce que nous avons dit qu'il est limité, etc., n'est-ce pas? Alors le cerveau peut-il? C'est ce que je veux découvrir. Ou plutôt ce dont je veux parler. Le cerveau peut-il, avec toutes ces cellules conditionnées. Ces cellules peuvent-elles changer radicalement? Oui, eh bien, nous en avons souvent discuté. Il n'est pas certain que toutes les cellules soient conditionnées. Par exemple, certains pensent que seule une petite partie des cellules est utilisée et que les autres sont en quelque sorte inactives, dormantes, à peine utilisées ou seulement occasionnellement effleurées. Occasionnellement effleurées. Mais ces cellules conditionnées, quelle que soit leur nature, dominent actuellement à l'évidence la conscience. Oui, ces cellules peuvent-elles être changées? Nous disons qu'elles le peuvent par l'insight. Oui, mais l'insight étant hors du temps, cela ne résulte pas du souvenir. Ce n'est ni l'intuition, ni désir, ni espoir. Cela n'a rien à voir avec le temps ou la pensée. Oui, alors l'insight dont vous parlez relève-t-il de l'esprit, de la nature, de l'activité de l'esprit? Oui. Donc, vous dites que l'esprit peut agir à l'intérieur de la texture du cerveau. Oui, nous l'avons dit précédemment. Ceci est un point de vue difficile.
comment l'esprit peut-il agir sur la matière? Il est capable d'agir sur le cerveau, par exemple. Prenez une crise ou un problème quelconque. Problème. Le sens étymologique en est, comme vous le savez, quelque chose et nous confrontons cela avec tout souvenir du passé, avec parti pris, etc. Et ainsi le problème se multiplie de lui-même. Vous pouvez bien résoudre un problème, mais de cette solution même surgissent de nouveaux problèmes. Comme cela se passe en politique, etc., n'est-ce pas? Il s'agit donc d'aborder le problème ou d'en avoir la perception. Sans qu'aucun souvenir passé ni aucune pensée n'intervienne. Sans aucun souvenir passé ou ne se projette dans la perception du problème. Oui, ceci implique que la perception relève également de l'esprit. Oui, c'est exact. Voulez-vous dire que le cerveau est une sorte d'instrument de l'esprit? Est-ce bien cela? Un instrument de l'esprit quand le cerveau n'est pas centré sur soi. Oui, eh bien, si l'on considère tout ce conditionnement, celui-ci peut être envisagé comme un cerveau qui s'excite lui-même et se maintient en activité à partir de ce programme. Ceci occupe toute sa capacité, toutes nos journées, tout à fait oui, toute la capacité du cerveau. Cela peut se comparer à un récepteur radio générant son propre bruit sans pouvoir capter un signal. Cette analogie serait-elle, Krishna merci, pas tout à fait. Elle n'est pas très bonne, mais pas très monsieur. Voulez-vous approfondir un peu ceci? L'expérience est toujours limitée, n'est-ce pas? Je puis magnifier cette expérience en quelque chose de fantastique. Et puis ouvrir boutique pour vendre mon expérience. Mais cette expérience est limitée. Donc le savoir est toujours limité. Et ce savoir fonctionne dans le cerveau. Ce savoir est le cerveau, n'est-ce pas? Et la pensée aussi fait partie du cerveau. Et cette pensée est limitée. Donc le cerveau fonctionne dans un très très petit secteur. Oui, qu'est-ce qui l'empêche de fonctionner dans un secteur plus vaste? Comment, dit Ketan Bhatt. Qu'est-ce qui l'empêche de fonctionner dans un domaine illimité par du cerveau? Krishna merci, la pensée. La pensée. Mais le cerveau, me semble-t-il, fonctionne de lui-même sur son propre programme.
Oui, comme le fait un ordinateur, fonctionnant sur son propre programme. Oui, mais ce que vous demandez essentiellement, c'est que le cerveau réponde en fait à l'esprit. Il ne peut répondre ainsi que quand il est libre, dit Krishnamurti. De la pensée qui est limitée. Oui, de sorte que le programme ne le domine. Voyez-vous, nous aurons encore besoin de ce programme. Krishnamurti, bien sûr, nous en avons besoin. Oui, mais l'intelligence relève-t-elle alors de l'esprit? Oui, l'intelligence est l'esprit. Nous devons ici aborder autre chose. Parce que la compassion est liée à l'intelligence. Il n'y a pas d'intelligence sans compassion. Et la compassion ne peut exister que quand il y a amour, lequel est totalement libre de tout souvenir, de jalousie personnelle et tout cela. Mais la compassion, l'amour, relève-t-il aussi de l'amour?